Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'IMERA. Très heureux de vous accueillir à cet institut d'études avancées. Donc c'est pas sans un certain pincement puisque nous voici déjà à la 6e et dernière conférence de ce cycle inauguré par Eyad Ben Achour dans le cadre donc de cette chaire Averroès autour de l'islam face aux défis des temps modernes et de cette question de l'universalité de la norme démocratique. Cette chaire Averroès a été créée cette année, cette saison à l'IMERA, avec le soutien de l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université, Amidex, et de la Fondation de l'Islam de France, et avec le soutien aussi des rencontres d'Averroès, puisqu'on avait lancé la chaire en public en novembre 2017. Et donc, presque 10 mois de résidence, beaucoup d'échanges, de dialogues, de lectures, de controverses, de livres à venir, au moins d'un, qui prend grandement le chemin autour de Islam et démocratie, une révolution intérieure. Beaucoup de cheminement, et donc aujourd'hui, pour cette dernière conférence, Eyad Ben Achour va parler de révolution, une notion qu'il connaît bien puisqu'il a été partie prenante de la révolution tunisienne en 2011, et parce qu'il va continuer à réfléchir sur cette question de révolution. Après l'IMERA, il sera donc en résidence autrement au Collège de France pour la chaire francophone, donc l'année prochaine. Donc voilà, les choses se poursuivent. Et donc on est très heureux d'avoir eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Eyad Ben Achour pendant cette période, comme les autres résidents de l'IMERA, dont je salue la présence ce soir pour l'écouter. Donc on a à peu près 1 heure de conférence et puis le temps d'à peu près 1 heure de discussion avec vous. Pensez à éteindre vos téléphones portables parce que la séance est enregistrée et elle sera ensuite diffusée sur le site de l'IMERA et de la Fondation de l'Islam de France. Je vous souhaite une bonne conférence, une bonne écoute et à tout à l'heure. Juste un instant, on va effectivement éteindre le vidéoprojecteur. Ainsi fut fait. Merci Thierry. C'est également avec un pincement au cœur que je vais vous présenter cette 6e et dernière conférence. Le cycle de conférences de la chaire Averroès sera définitivement clos par le colloque qui se tiendra le 12 juin prochain. Et aujourd'hui, donc, je vais, dans cette conférence, vous parler d'un thème dont je rectifie un tout petit peu le sujet. Le sujet qu'on vous a annoncé était l'islam et la révolution. Je l'ai, après réflexion, rectifié légèrement en intitulant cette conférence « L'islam et les révolutions démocratiques ». Pour ceux qui ont suivi le cycle de conférences que j'ai présenté dans le cadre de la chaire Averroès, vous vous souvenez, je pense, des développements que j'ai consacrés à l'orthodoxie. Parce que nous allons reparler de l'orthodoxie aujourd'hui. Cette orthodoxie qui a été attaquée de toutes parts. Depuis les réformes du XIXe siècle, on l'a attaquée parce qu'on la tenait pour responsable du déclin du monde musulman, du déclin civilisationnel du monde musulman. Et pourtant, cette orthodoxie qui est blessé par les attaques qu'on lui a adressées, qui est déchiré, se redresse d'une manière permanente. Elle renaît de ses cendres, elle se rajeunit, se recompose en réseau de diverses formes et se met bientôt non seulement à se défendre, mais à conquérir ou à reconquérir certains terrains perdus. Et pour gagner cette guerre des cultures, elle s'infiltre dans le monde de la modernisation culturelle, politique, mais surtout technique et technologique.
elle profite énormément des réseaux, des grands réseaux sociaux. Et puis, elle résiste à travers ses partis, ses représentants, elle résiste contre les phénomènes de répression systématique qu'elle a eu à subir de la part d'un certain nombre de chefs d'État comme Jamal Abdel Nasser, comme Bourguiba, comme Hafez el-Assad, comme Ben Ali, qui lui ont tous asséné des coups lourds auxquels elle a quand même résisté. Et puis aujourd'hui, nous la voyons emportée par le torrent de l'adversité, la mainmise de l'Occident, surtout des Américains, les guerres perdues, la Palestine, le communisme, l'invasion de l'Irak, l'occidentalisation bourgeoise, la culture et l'identité bafouées. Eh bien, nous la voyons versée dans une cause qui me semble perdue d'avance, l'exercice de la violence aveugle, à la fois contre ses ennemis étrangers. Pensons à l'attaque contre New York en 2001, mais également contre le corps de ses propres enfants. Et donc, dépassée par tous ces phénomènes qui, à la fois, la consolident parce qu'ils lui maintiennent sa jeunesse, mais l'affaiblissent également parce qu'ils l'attirent vers le bas, eh bien, elle se trouve brusquement devenir la victime de ces nouvelles forces meurtrières qui se retournent contre elle, d'une manière ou d'une autre, comme par une sorte de dérèglement psychologique. Pour comprendre ce phénomène, je pense qu'il faut garder à l'esprit que cet islam orthodoxe, en apparence multiple et fragmenté, mais qui provient de la même source, il est extrêmement important de le signaler. À partir de l'orthodoxie, il y a une diffraction de l'islam politique, sous ses formes djihadistes, salafistes, frères musulmans, etc. Moi, je ramène tout cela à la même source, n'est-ce pas? Bref, pour comprendre ces phénomènes, dans lesquels nous voyons les représentants de cette orthodoxie, quelle que soit leur nature, exercer une violence démesurée. Mais je ferai remarquer que c'est une violence aussi démesurée que celle qui a violenté l'orthodoxie elle-même au cours des derniers siècles, quasiment depuis la bataille de Lépante du 7 octobre 1571, cette grande et mémorable journée si heureuse pour la chrétienté. J'emprunte ce mot à Cervantes, qui a été présent sur le champ de bataille de la bataille de Lépante et qui écrit que cette journée fut mémorable, heureuse pour la chrétienté. Il a raison, parce que depuis, nous avons l'impression que l'islam ne relèvera pas la tête. En 2014, dans le sillage du chaos installé par la diplomatie militariste américaine et anglaise, elle se déclare sous la forme d'une entité monstrueuse et ravageuse, l'État islamique, qui semble s'achever en 2017 avec la reprise de Mossoul par l'armée irakienne, mais qui continue à mourir sous nos yeux sans que l'on puisse exactement dire quand ce dossier sera clos. Mais voici qu'un nouvel élément surgit précisément, celui des révolutions démocratiques. Et la question est de savoir quel impact ces révolutions auront-elles sur la vie, la survie ou la mort de cet immense géant, l'orthodoxie. Les révolutions arabes ont été très diversement interprétées. Certains auteurs ont pensé que les révolutions n'étaient que des feux de paille, des sortes de retours à la case départ de la pré-révolution,
ou des naufrages, j'emprunte le mot à un auteur. Je crois que l'actualité des années 2018-2019 suffit à démentir cette thèse. Pour certains autres auteurs, il s'agit de changements majeurs qui, malgré les échecs, la violence et le chaos, annoncent des bouleversements structurels futurs. D'autres auteurs estiment, à partir d'exemples de la révolution tunisienne, par exemple, que ces révolutions ne sont que de nouveaux arrangements, de nouveaux compromis entre élites, qu'elles ne changent rien, que l'ancien est toujours là, que le nouveau ne s'installe pas. Pour d'autres auteurs, enfin, comme mon jeune collègue Hamadi Redissi, les révolutions ne sont que des transitions politiques post-autoritaires qui ont mis fin à l'autoritarisme, mais qui ouvrent des mondes possibles allant du pire au meilleur. On ne sait pas. Par conséquent, l'avenir est incertain. Et nous le voyons à travers les expériences, n'est-ce pas, vécues par le monde musulman ces dernières années, avec le retour d'une certaine islamisation de la Turquie, vous vous rendez compte, après Kemal Atatürk, avec Erdogan, en Égypte avec Morsi, avec également ce néo-autoritarisme qu'on voit s'installer en Malaisie, en Indonésie, ou même dans la Tunisie, du gouvernement islamique de fait, qui est celui de la Troïka. Quoi qu'il en soit, la remarque que je voudrais faire est la suivante, c'est qu'aucune de ces expériences révolutionnaires, ni aucune de leurs interprétations n'a démenti la spécificité et le poids du facteur religieux dans ces grands événements de l'histoire récente. Nous voyons par exemple un phénomène massif d'islamisation de la société civile. Depuis une trentaine d'années, nous dit Olivier Roy, l'existence de partis dits islamistes, mais surtout la victoire des islamistes aux élections qui ont suivi les révolutions, et en particulier la révolution en Tunisie et en Égypte, et qui montre la centralité de la référence religieuse. Or, le problème, c'est que cette référence paraît contradictoire avec un processus de démocratisation, et par conséquent, le problème qui se pose est de savoir comment, dans une société profondément religieuse, on pourrait démocratiser cette société. Comment une société profondément religieuse pourrait-elle se démocratiser sans d'abord passer par un processus de sécularisation? La question se pose parce que la présence de l'islam dans nos sociétés est multidimensionnelle. L'islam, en effet, dans le monde islamique, connaît plusieurs formes de présence. Tout d'abord, et ça c'est un constat sociologique, il constitue un simple fait social, c'est-à-dire la religion du groupe social majoritaire. En deuxième lieu, et dans son rapport avec l'État cette fois-ci, il est posé soit comme religion d'État, ce qui est le cas de la majeure partie des États musulmans, soit l'État lui-même s'affirme comme étant au service de la religion, et alors nous avons un système qui est un peu différent, celui de l'État de religion. L'Arabie saoudite est un État de religion. Ce n'est pas un État dans lequel la religion officielle est l'État, c'est-à-dire est l'islam. C'est plus précisément un État au service de la religion que je qualifie personnellement d'État de religion. Dans le premier cas, la religion d'État, il s'agit de déclarer le caractère officiel de l'État sans que cela implique une absolue dépendance du système politico-légal à l'égard de la religion, tandis que dans le deuxième cas, il s'agit de la part de l'État lui-même de se placer en complète situation de soumission à la loi religieuse, qu'elle soit exprimée par le texte coranique lui-même ou par les textes infra-coraniques. Enfin, troisième situation de l'islam, c'est dans son rapport avec l'action politique, partisane ou associative. Et de ce point de vue, l'islam s'exprime soit dans la forme d'une religion militante, pour défendre les préceptes religieux et propager la culture et la loi islamique orthodoxe dans la société et dans l'État, soit sous l'aspect d'une religion combattante et non pas simplement militante,
pour imposer ces préceptes, cette culture et cette loi par la voie de l'excommunication et des armes. La première tendance, celle des frères musulmans, a été théorisée par Hassan al-Hudaybi dans un livre qui s'appelle Du'at la Qudat, qu'on peut traduire par prédicateurs, non juges. Nous sommes des prédicateurs et non pas des juges. Et la deuxième tendance a été théorisée par Saïd Qutb et Shukri Mustafa, et c'est elle qui a inspiré le mouvement At-Takfir wal-Hijra, et c'est elle qui inspire également les mouvements djihadistes. Et la question cruciale qui se pose est donc la suivante: comment, dans une telle situation de présence multiforme et multidimensionnelle de l'islam dans les sociétés islamiques, une révolution démocratique est possible? Comment, alors que la religion est présente au niveau de la société, au niveau de l'État, au niveau de l'action politique, partisane, associative, etc., comment peut-on envisager une révolution démocratique? Une révolution démocratique, je dis bien. Parce qu'une révolution religieuse peut très bien se concevoir. Le problème qui se pose pour moi est de savoir comment, dans une telle situation de présence religieuse, une révolution démocratique est possible. Et que de voix se sont exprimées pour contester la possibilité de révolution démocratique dans le monde musulman, ou pour disqualifier les révolutions de 2011, ou encore pour contester leur caractère démocratique. Et en vérité, trop d'événements convergent dans ce sens. La prise du pouvoir par les islamistes, l'islamisation des mœurs, l'unanimisme religieux et culturel, la démission des démocrates, la manipulation des foules par des forces internes et externes, la radicalisation des partis religieux, l'expansion du terrorisme et du djihadisme, les coups d'État militaires, il vient d'y en avoir un il y a 2 jours au Soudan, parce que je ne vois pas comment ce massacre qui a eu lieu le 2 juin au Soudan peut être qualifié, sinon par un retournement de l'armée, mais on pourra rediscuter cela dans la discussion tout à l'heure. Il faut ajouter à cela les guerres civiles destructrices, le chaos politique, la déliquescence de sociétés entières et non pas d'États. Par conséquent, dans tout cela, il y a très peu de motifs d'être optimiste. À cause de cela, bien entendu, à cause de ce phénomène qui est objectif et qu'on ne peut pas nier, beaucoup d'encre a coulé et des tempêtes ont inondé nos horizons de pensée sur la question. De nombreux intellectuels, des vrais, mais également, hélas, des faux, de mauvais journalistes, de médiocres politiciens se sont introduits dans la course aux idées pour faire prévaloir certains points de vue polluants, et la plupart d'entre eux, en réfléchissant sur les révolutions, et en particulier, je prends la révolution tunisienne, y réfléchissent sur la base de 4 erreurs fondamentales que je vais analyser une à une parce que c'est très important de le comprendre. La première erreur, très rapidement, je les signale et puis après je les détaillerai. La première erreur, c'est la confusion entre les espèces de révolutions et le passage arbitraire d'un type de révolution à un autre. Deuxièmement, la fausse croyance dans l'existence de modèles de révolution. Troisièmement, l'idée féerique ou enchanteresse des révolutions. Et quatrièmement, la confusion entre l'événement révolutionnaire et le processus post-révolutionnaire. Nous allons considérer ces points un à un. Premièrement, premier point, les révolutions n'appartiennent pas à la même espèce. Les plus importantes, les plus profondes, c'est-à-dire les révolutions scientifiques, les révolutions économiques, les révolutions culturelles, les révolutions des modes de vie, sont les moins tonnantes et les moins tonitruantes. En général, ces révolutions, je dirais presque les véritables, les profondes, se situent sur de très longues périodes de temps, renversent l'ordre du monde, ça c'est évident, une révolution scientifique va renverser l'ordre du monde, une révolution technologique également. Elles renversent l'ordre du monde, mais vont passer sans faire de bruit assourdissant, à moins
d'emprunter le canal d'une révolution politique, ce qui est le cas de certaines révolutions religieuses comme l'islam, qui, au moment de sa naissance, était une révolution religieuse, certainement, mais qui a passé par le canal d'une révolution politique dans la Médine du prophète. Ces grandes révolutions, comme je vous le dis, ne font pas beaucoup de bruit. Elles passent parfois inaperçues. En tout cas, elles ne perturbent pas, outre mesure, les sociétés, même si elles en modifient les modes d'existence. En revanche, les révolutions politiques, c'est-à-dire celles qui ont pour objectif ou pour conséquence le renversement d'un ordre politique et son remplacement par un ordre qui est présumé meilleur, sont à la fois les plus parlantes, les plus violentes et les plus traumatisantes. Une révolution politique peut cependant n'avoir aucun impact, strictement aucun impact, ou même un impact négatif sur la vie culturelle, la vie économique ou la vie religieuse. Et par conséquent, si on devait juger une révolution politique de ce point de vue, en voyant ses impacts sur la religion, la culture ou le mode de vie, eh bien, on va aboutir à la fausse conclusion qu'il ne s'agit pas d'une révolution. Et ça, c'est une erreur qui a été très souvent commise par les analystes de la révolution tunisienne. L'erreur ici est de transgresser l'espace d'une révolution politique en lui assignant une portée qu'elle n'a pas forcément, ce qui conduit aux erreurs de jugement. Deuxième erreur. Le concept de révolution n'est pas une unité universelle de mesure pour un phénomène unique. Il faut par conséquent savoir désenclaver le concept par rapport aux grands précédents historiques, comme la Révolution américaine, la Révolution française ou les révolutions communistes qui ont servi de modèle pour la théorie moderne des révolutions. Il faut admettre que dans ce domaine, s'il existe un tant soit peu une théorie des révolutions, construite sur le fondement des caractères communs qui les rassemblent, il n'existe aucune unité de mesure et que le terme est aussi éclaté qu'insaisissable. Je veux dire, le terme de révolution est aussi éclaté qu'insaisissable. Par conséquent, il n'existe pas un concept historique unique, encore moins des situations empiriques modèles de révolution. Les révolutions sont aussi anciennes que la Terre, et leurs slogans sont d'ailleurs d'une affreuse banalité. Ce sont toujours les mêmes revendications, les mêmes demandes qui reviennent: la justice, la liberté, la dignité, l'indépendance. Ce qui veut dire, si nous voulons parler très platement, ce qui veut dire être soi, boire, manger, se loger, se vêtir. En un mot, ne pas souffrir. Mais derrière ce paravent, chaque révolution est une expérience unique. C'est pour cette raison que dans mon livre sur la révolution tunisienne, j'ai intitulé l'introduction de cet ouvrage « Qu'est-ce que, pour nous, une révolution ?» Et j'ai mis « pour nous » en italique pour l'accentuer. Qu'est-ce que, pour nous, une révolution? Alors, bien entendu, beaucoup de beaucoup de gens qui ont réfléchi, des politiques, des intellectuels, etc., sur la révolution, ayant en toile de fond de leur analyse la Révolution française, par exemple, disent « mais qu'est-ce que c'est que cette révolution? Ce n'est rien du tout, la révolution tunisienne est un feu de paille. » Alors si on veut retrouver la Révolution française dans l'histoire des révolutions, les révolutions n'existent pas. Parce que la Révolution française, c'est plus français que l'éclair au chocolat ou au café. Il n'y a rien de plus français que la Révolution française et ce modèle est intransposable ailleurs. Et je dis la même chose également pour les révolutions communistes. Si nous prenons comme modèle de révolution ces révolutions qui chambardent le monde, comme le communisme, que ce soit en Union soviétique ou en Chine ou ailleurs, eh bien,
bon, bien entendu, on va prendre les lunettes par lesquelles nous avons analysé ces révolutions, communistes, françaises, américaines, etc. On regarde de l'autre côté la révolution, les petites révolutions dans de petits pays en plus, dont la dimension internationale, géographique, historique n'est pas la même. Les nations ne sont pas les mêmes. Elles sont inégales dans leur force, dans leur puissance, etc. Et quand il y a une révolution dans un pays comme la Chine, ce n'est pas la même chose que dans une révolution qui a lieu en Tunisie ou en Suisse. Et par conséquent, il faut tenir compte de tous ces éléments-là, l'élément de la dimension d'une nation, sa force internationale, sa puissance, mais également la nature de la révolution. Il se fait que la révolution française n'est pas uniquement une révolution politique. C'est une révolution culturelle, une révolution sociale, une révolution des représentations, etc., etc. Et par conséquent, je crois que c'est un point qu'il faut absolument prendre en considération, un point de méthode qu'il faut prendre en considération si nous voulons analyser justement, avec justesse, le phénomène des révolutions. La troisième erreur, elle est très commune, c'est de se laisser prendre au jeu des conceptions miraculeuses et radieuses des révolutions. Très nombreux sont ceux qui s'attendent à ce qu'une révolution ouvre les portes du paradis terrestre. Ça serait une sorte d'au-delà qui s'inscrit dans l'histoire du monde. Évidemment, lorsque ces penseurs ou ces politiciens se trouvent confrontés aux difficultés qui suivent obligatoirement une révolution, parce qu'une révolution fatigue la société, c'est un événement traumatisant pour les sociétés, eh bien, ils disent non, il n'y a pas eu de révolution, c'est une révolution volée, c'est une révolution trahie, etc. Mais il faut leur dire à tous ces gens-là qu'une révolution n'est pas un miracle, loin de là, c'est souvent un long et profond traumatisme du mode de vie. Son effet positif, l'unique effet positif, c'est qu'elle ouvre des horizons nouveaux pour la pensée et pour l'action. C'est une rupture avec une mémoire qui est ankylosée par des siècles de servitude. Une révolution, c'est donc une cure de jouvence mémoriale. C'est la rénovation de l'esprit physique, mais ça s'arrête là. Sur le plan des effets immédiats, la plupart du temps, les révolutions sont des catastrophes, mais elles reviennent longtemps après, comme un phare qui conduit l'avenir d'un pays. Pour ne prendre que l'exemple de la Révolution française, je l'ai dit plusieurs fois au cours de ces conférences, les effets immédiats de la Révolution française ne furent pas brillants, vraiment. Quand on pense à la dictature bonapartiste, puis au Premier Empire, puis à la Première Restauration et à la Deuxième Restauration, et la première révolution est suivie d'une deuxième révolution, et c'est de 1948, et la Commune de Paris, etc., il a fallu attendre un siècle pour voir cette révolution se concrétiser dans les faits. Mais pendant tout ce temps-là, la révolution est restée une utopie, comme nous l'avons dit une fois, une utopie agissante. Mais pour analyser une révolution, il ne faut surtout pas se laisser prendre par ce jeu de la conception paradisiaque des révolutions. La révolution n'est ni un paradis, ni un miracle, c'est un traumatisme social. Quatrièmement, autre erreur et dernière erreur, juger l'existence d'une révolution en fonction de ses suites immédiates, c'est-à-dire de ses réussites ou de ses échecs. Ici, je passe très rapidement. Une révolution est un message, et ce message peut être déclaré sur un temps très court. En Tunisie, ça a été 29 jours. Au 29e jour, on passe à autre chose. On passe à un processus post-révolutionnaire, et ce processus post-révolutionnaire nous révèle précisément les difficultés des révolutions que j'évoquais au troisième point. Et bien sûr, la plupart des gens, et en particulier ceux qui ont subi la révolution, s'emparent de ce contraste fondamental entre le moment révolutionnaire et le processus post-révolutionnaire pour insuffler le désenchantement et pour le mettre en exergue.
toute révolution a des amis et des ennemis. Elle profite aux uns et se fait au détriment des autres. Eh bien, les autres vont, bien entendu, profiter de ce décalage entre le moment révolutionnaire et la post-révolution pour dire, vous voyez, quel échec. Alors, les uns parleront de retour et on va rappeler le dictateur, les autres auront la nostalgie de l'ancien régime, etc., etc. Ça, je crois que ça fait partie de la propagande. C'est une propagande de démoralisation qui, la plupart du temps, c'est-à-dire la plupart du temps, est menée par les contre-révolutionnaires qui ne sont pas des amis de la révolution parce qu'ils l'ont subie et ne l'ont pas faite. Par conséquent, pour éviter de se laisser engloutir par le magma des fausses idées sur les révolutions, il suffit de sélectionner les critères minimums qui nous permettent de repérer dans le déroulement de l'histoire la survenance d'une révolution. Je veux dire d'une révolution politique, n'est-ce pas? Toujours, je parle ici de révolution politique. Et il existe, me semble-t-il, je l'ai dit dans mon livre, 4 conditions minima et cumulatives pour juger qu'un événement constitue bien une révolution. En premier lieu, l'existence d'une protestation, mais pas de n'importe quelle protestation. Il faut une protestation massive, une protestation généralisée. Ensuite, la victoire de cette protestation, c'est-à-dire la chute d'un pouvoir politique avec ses hommes, ses symboles, ses moyens, ses ressources. Ensuite, le message, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce message est souvent un rappel des mêmes demandes, des mêmes revendications, la dignité, la justice, l'égalité, la fraternité, etc. Et enfin, une révolution engendre un nouveau pouvoir, ou à défaut d'un nouveau pouvoir, le nouveau pouvoir n'est pas une condition sine qua non, la reconnaissance par le nouveau pouvoir. Et par conséquent, je dirais que dès que ces 4 conditions sont remplies, il n'y a plus à s'interroger pour savoir s'il s'agit bien d'une révolution au sens vrai du terme. La question du sens vrai du terme n'a pas de sens précisément. Par conséquent, je définis une révolution par la protestation, le message, l'abolition et la reconnaissance. Pas forcément la prise du pouvoir par les révolutionnaires, parce qu'en Tunisie, ceux qui ont fait la révolution n'ont jamais pris le pouvoir. Nous avons eu d'un pouvoir nouveau après la révolution, constitué par les membres de l'ancien régime. Et je dis souvent que ça explique en partie le succès de la révolution tunisienne. Je voudrais ajouter à ce tableau 2 éléments pour revenir à l'islam dans son rapport aux révolutions démocratiques. 2 éléments que je vais ajouter. Le premier élément que j'ajoute à ce tableau, c'est que l'idée de révolution est inédite dans le monde musulman et qu'il y a peu de temps, au XIXe siècle, elle était encore incomprise parce que, contraire à la conception islamique du temps, à la conception islamique du droit, à la conception islamique de l'homme et de la politique. Je détaillerai cela. Ensuite, je voudrais ajouter un autre élément, c'est que l'échec d'une expérience de révolution démocratique, c'est-à-dire le retour en arrière, ou la régression vers des modèles tyranniques, ou vers le chaos, ce que nous avons expérimenté dans le monde arabe, ne signifie pas l'échec de la révolution. C'est-à-dire qu'un appel étouffé pour la démocratie, n'est pas définitif, même s'il est écrasé par le gaz, les bombes lacrymogènes et les bottes et les baïonnettes, comme actuellement au Soudan. Voilà 2 idées que je vais développer parce qu'elles sont importantes. Tout d'abord, l'idée de révolution est une idée nouvelle dans le monde musulman. Il y a dans l'histoire de la philosophie politique et sociale en islam, il n'y a jamais eu la reconnaissance de cette idée de révolution, sauf par certaines sectes kharijites, qui sont les Azraqites, les Azariqa, qui admettaient le tyrannicide. Ils admettaient que lorsque le chef était un tyran, l'homme musulman avait le droit légitime de l'abattre, de le tuer. C'est un mécanisme qui a été utilisé par l'imam Khomeini contre
contre Salman Rushdie. Mais ce type de révolution n'est pas une révolution véritable, ce n'est pas une révolution démocratique parce que c'est un retour toujours au modèle originel, au modèle religieux. C'est parce que ceux contre qui on fait la révolution sont considérés comme des traîtres par rapport au modèle de Médine, au modèle prophétique, qu'on fait cette révolution. Et les Khawarij, les Kharijites, ont agi ainsi. Et leur slogan, c'était « revenir à la justice première de la cité inaugurale ». Donc ce n'est pas une révolution démocratique. Et par conséquent, cette idée de soulèvement populaire n'est pas admise, n'est pas comprise. Elle n'a pas été comprise chaque fois que nos théologiens, nos historiens, y compris Ibn Khaldoun, avec ses 5 siècles d'avance sur son temps, sur le plan de l'esprit, malgré ces 5 siècles d'avance sur son temps, Ibn Khaldoun ne comprenait pas l'idée de révolution et pourtant il y en a eu sous ses yeux. Donc la classe des savants analysait les révolutions simplement comme des accidents néfastes de l'histoire. Punition de Dieu, révélation des péchés, perversion morale, nuisance, discorde. Et Ibn Khaldoun, analysant les révolutions, les analysait comme des fitan, c'est-à-dire comme des discordes, et classait ces événements dans la catégorie du mal humain, qui violait la planification de Dieu, la planification de l'histoire par Dieu, et qui s'inscrivait dans cette conception de l'histoire islamique, l'instauration, la désinstauration et la restauration de l'ordre du monde. La conception islamique de l'histoire est ainsi faite. Dieu a instauré la nature et les sociétés. Le mal humain désinstaure cet ordre divin et naturel. Cet ordre divin et naturel doit être restauré. Donc, l'histoire est trinitaire et cyclique en 3 mouvements. L'instauration par Dieu, la désinstauration par le mal humain, la restauration de l'ordre divin. Comment se fait-elle cette restauration? Eh bien, cette restauration, elle se fait soit par l'action de Dieu lui-même, qui intervient dans l'histoire, Dieu punissant Moïse d'avoir mis en esclavage le peuple élu, ça c'est dans le Coran, hein, ce n'est pas les Juifs qui parlent, c'est les musulmans. Dieu intervient dans l'histoire comme il est intervenu contre Pharaon, lequel a été jugé par le Coran comme étant le tyran qui avait violenté et mis en esclavage le peuple élu d'Israël. Et donc Dieu intervient par miracle, évidemment, les armées de Pharaon s'engagent dans la mer s'ouvre, elle se referme lorsque... Et vous connaissez l'affaire. Soit, alors, la restauration, n'est-ce pas, l'idée de restauration se fait soit par l'intervention directe de Dieu dans l'histoire, soit par l'intervention de l'homme. Or, l'intervention de l'homme, comment elle se fait? Par le pouvoir politique. Et par conséquent, le pouvoir politique a une mission, celle de restaurer l'ordre divin et naturel lorsque cet ordre est désinstauré par le mal humain. Et donc, l'épée, le sabre du pouvoir temporel, c'est le sabre de Dieu. Le pouvoir temporel lève son sabre pour rétablir l'ordre divin et naturel au nom de Dieu. Dans tout cela, l'idée de révolution, et surtout de révolution démocratique, ne peut pas être comprise. La meilleure preuve de cela, c'est que si nous lisons les auteurs du XIXe siècle, donc des auteurs qui ont écrit bien après la Révolution française, comme Jabarti par exemple, Hassan Qasm, Afif Afendi, et même le grand Ahmed Fares el-Shadiaq, eh bien ils ont tous des révolutions qu'ils ont vues en Europe, et notamment la Révolution française, un point de vue extrêmement négatif. Leur théorie, c'est « mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font une mise en scène politique sans religion, puisque les révolutionnaires français sont considérés comme des athées,
Qu'est-ce que ces fous qui tranchent la tête d'un roi? Qu'est-ce que ces fous qui mettent les gens d'église dehors, qui punissent les moines, etc., etc. Du coup, les musulmans prennent la position des catholiques contre la Révolution française. Et là, j'ai un texte que je vais vous lire, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue. Je m'excuse, il est long, mais je vais le conserver tel quel, parce qu'il est très, très significatif de la position d'un musulman de cœur et d'âme, sur l'idée de révolution. Ce texte a été écrit par Atif Effendi, je l'ai cité tout à l'heure. Oui, Ahmed Atif Effendi, qui est un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman, qui écrit ce texte en 1798 contre Bonaparte. Alors, Bonaparte vient avec la révolution, n'est-ce pas? Bonaparte débarque en Égypte en important avec lui les idées de la Révolution française. Eh bien, voilà ce qu'il lui répond. Voilà exactement ce que cet auteur, haut fonctionnaire ottoman, je crois même qu'il a été Premier ministre, répond. Je cite. « Les gens bien informés n'ignorent pas que la conflagration de sédition et de scélératesse qui éclata il y a quelques années en France avait été préparée de longue date dans l'esprit de certains hérétiques, maudits, et était un mal sous-jacent qu'ils cherchaient à toutes les occasions de réveiller. De la sorte, les célèbres athées, Voltaire et Rousseau, et d'autres matérialistes de leur acabit, avaient édité et publié divers ouvrages consistant, Dieu nous en garde, Dieu nous en préserve, en insultes et calomnies contre les purs prophètes et les grands rois, réclamant la suppression et l'abolition de toute religion. Séduits par la nouveauté de ces écrits, la plupart des gens, il veut dire la plupart des Français, la plupart des gens, jusqu'aux jeunes et jusqu'aux femmes, ont eu de l'inclination pour eux et y ont accordé une grande attention, de sorte que l'hérésie et la scélératesse se sont répandues comme la syphilis dans les artères de leur cerveau et ont corrompu leurs croyances. Lorsque la révolution s'intensifia, personne ne se formalisa de la fermeture de l'Église. Et vous voyez le musulman qui prend la défense de l'Église, là, contre les révolutionnaires, c'est quelque chose d'incroyable. Lorsque la révolution s'intensifia, personne ne se formalisa de la fermeture des églises, de l'assassinat et de l'expulsion des moines, et de l'abolition de la religion et de la doctrine. Ils avaient tourné leur cœur vers l'égalité et la liberté, par lesquelles ils espéraient atteindre la parfaite félicité en ce monde, selon les enseignements mensongers de plus en plus colportés dans le peuple par cette pernicieuse équipe, il s'agit de l'équipe Rousseau, Voltaire, etc., cette pernicieuse équipe qui a fomenté la sédition et le mal par égoïsme ou intérêt. Pourtant, les chefs de la sédition et des maux surgis en France avec une ampleur sans précédent, afin de faciliter l'accomplissement de leurs projets néfastes, et dans le plus complet mépris de leurs redoutables conséquences, ont ôté au peuple la peur de Dieu et du châtiment, ont autorisé toutes sortes d'actions abominables et entièrement fait disparaître la vergogne et la pudeur, préparant ainsi la voie à la réduction du peuple de France à l'état de bétail. Fin de la citation. Je me suis forcé à vous donner ce texte en entier parce que ce n'est pas la peine de commenter. Je n'ai pas besoin de commentaires à faire. Le texte est trop beau pour qu'on le commente. C'est exactement ainsi qu'un croyant musulman, intelligent, expérimenté, cultivé, avec une double ou une triple culture, parce que je crois qu'il connaissait l'allemand parmi les langues de travail. Et voilà, donc ce n'est pas la peine de commenter. Ces développements sur la Révolution française sont représentatifs du regard d'un musulman du XIXe siècle sur une révolution démocratique. Pourquoi? Eh bien parce que cet homme s'inscrit tout à fait logiquement dans la conception islamique classique du temps, de la volonté et du droit. Une révolution, c'est l'œuvre de la volonté des hommes. Or, la volonté des hommes ne peut pas perturber la volonté de Dieu et sa planification de l'histoire, et
Une révolution, ça refait la révolution de Adam et Ève contre Dieu. C'est une répétition de cette révolution qui coûta à l'homme son exclusion du paradis et sa vie terrestre qui est pleine de souffrances, de mort, etc., etc. Il faudra que ce croyant soit vraiment croyant pour espérer une vie éternelle, l'au-delà, qui lui pardonnerait tous ses péchés de sa vie terrestre. Par conséquent, une révolution, c'est une fabrication du diable, c'est le retour de l'esprit de révolté de l'homme contre Dieu, et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, vers la fin du Xe siècle, avec des gens comme Khayr-ed-Din Besha, avec des gens comme Ibn Abi Dhiyaf, que cette opinion va changer petit à petit. Nous commençons avec Khayr-ed-Din, avec Ibn Abi Dhiyaf, avec Shibli Shumayl. Nous commençons à refaire notre conception de la révolution et à admettre qu'une révolution peut être l'expression du progrès. Chez Ibn Khayr-ed-Din, c'est évident. Et à partir de ce moment-là, les grands mots sont lâchés. La révolution devient, tout en conservant le même mot, hein, nous allons reconfigurer le terme, le mot reste. Thawra, T-H-A-W-R-A, Thawra, T-H-A-W-R-A, le mot reste tel quel, mais il va être complètement réinitialisé. Ça me rappelle quand on doit réinitialiser ou reconfigurer le langage d'un ordinateur, c'est exactement la même chose. 1, 2 restent les mêmes, mais c'est pour un autre objectif. On reconfigure l'ordinateur, ici on reconfigure le langage, et nous avons parlé de ça avec Iem ce matin. Nous reconfigurons le langage pour donner à un terme une signification tout à fait nouvelle. Et je dis, les grands mots sont lâchés. La Thawra désormais va nous ouvrir les portes de l'état juridique, Dawlat Qanoun, les droits de l'homme, Huquq Insaniya. Ce sont des termes que je prends au texte de Khayr-ed-Din. Dawla Qanouniya, Huquq Insaniya, liberté, Hurriya. Encore un mot qui change de sens. Liberté, dans dans le langage classique, ça voulait dire la condition de l'homme qui n'est pas esclave. C'est le non-esclave. Or là, maintenant, nous conservons la même intonation, le même mot, mais nous le reconfigurons et ça va donner la hurriya des temps modernes, de même que la République, la Jamhuriya va devenir la République. Et quand on n'a pas de mots, eh bien, on prend le mot tel qu'il est dans le langage européen. C'est ainsi que Constitution, chez Khayr-ed-Din, devient Constitution, c'est ainsi que démocratie devient démocratia, etc. Quand on n'a pas de mots, on prend la phonétique du terme telle qu'elle existe dans la langue européenne et on la colle en lui donnant, bien entendu, en ajoutant une consonne ou en ajoutant une élongation. Ce n'est pas un problème. Et puis voilà, la reconfiguration du terme va se faire jusqu'à ce qu'on aboutisse, chez des gens comme Ali Abdel Razak ou comme Tahir Haddad, à des thèses totalement modernisées qui ont refait le sens de la révolution, et ça va atteindre avec le Libanais Amin al-Rayhani, dont à l'occasion de cette conférence, j'ai relu les lettres de Amin al-Rayhani, al-Rayhaniyat, qui sont extraordinairement vivantes. Alors chez Rayhani, la révolution, et surtout la révolution française, vraiment devient le paradis sur terre, et il adopte, certainement sans le vouloir, la conception que je disais miraculeuse ou enchanteresse de la révolution, et surtout de la révolution française, sur laquelle il a écrit un livre qui s'appelle Abrégé de la Révolution française, qui est un très beau livre, Abrégé de la Révolution française. D'ailleurs, les Occidentaux auraient beaucoup de choses à apprendre dans ce genre de livre. Donc, l'émergence du concept de révolution dans la pensée est lui-même le marqueur d'une nouvelle ère qui s'ouvre, d'une nouvelle page qui s'ouvre, qui est radicalement blanche. N'est-ce pas? Le prononcé du mot Thawra dans le monde arabe et dans la langue arabe, dans le monde musulman, est en lui-même un élément très très significatif. Les gens ne sont pas assez conscients de ce fait-là que nous changeons de paradigme.
la révolution devient la signification, elle a maintenant la signification du progrès, de la libération, de la liberté, de l'humanité. Ce n'est plus le phénomène qui viole la loi de Dieu et la volonté de Dieu. C'est fini, nous entrons dans la modernité et il fallait le dire. Et par conséquent, les expériences iraniennes, syriennes, libyennes, yéménites sont peut-être aversées au dossier noir des révolutions, je suis d'accord, mais leur portée sur la démocratisation de nos sociétés est immense, non seulement parce que leur déclenchement est démocratique, mais parce qu'elles sont comprises comme retournement total de l'histoire, rupture entre l'ancien et le nouveau, volonté nouvelle d'une personne nouvelle, ni celle de Dieu, ni celle des représentants attitrés de Dieu sur terre, mais celle du peuple. Et maintenant, nous allons passer au deuxième point que je signalais. Est-ce que l'échec d'une révolution, parce que dans le monde arabe, nous n'avons connu que des échecs, est-ce qu'il est significatif de la mort de l'idée de révolution? C'est à cette question que je vais répondre. Maintenant, nous avons vu que l'idée de révolution elle-même était significative parce qu'elle apportait un paradigme nouveau, un modèle nouveau de pensée. Mais quel est l'effet ou quelle est la dialectique entre l'islam et ces révolutions démocratiques qu'on a vu rebondir dans le monde arabe depuis 50 ans? Et les gens, encore une fois, ne le savent pas assez parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du monde arabe, ils l'ignorent. Ils croient par exemple que les révolutions ont commencé le printemps arabe, 2011. Mais pas du tout. Ça n'a pas commencé en 2011 et je vais d'ailleurs le signaler en passant. La situation du monde musulman se caractérise, comme je l'ai dit, par une crispation autour du religieux, c'est vrai. Elle se caractérise également par un échec quasiment généralisé des expériences révolutionnaires démocratiques qui ont été noyées dans la guerre, la décomposition sociale, la théocratie constitutionnelle, etc., etc. Mais la question qu'on doit se poser est la suivante. Un appel étouffé, lancé dans le cours de l'histoire, ou une expérience démocratique vécue mais vaincue, sont-ils enterrés définitivement ou demeurent-ils dans une sorte d'hibernation en attendant le retour du soleil, en attendant le retour de la saison chaude? Je pose autrement la question. La République islamique d'Iran n'a-t-elle aucune dette envers la révolution constitutionnelle de 1905-1911 contre les Qadjars? N'a-t-elle aucune affinité avec le mouvement constitutionnaliste du Gilan entre 1914 et 1921, qui, avec Mirza Kouchakran, instaura la République socialiste du Gilan? Je vous rappelle une chose, ce monsieur dont je viens de prononcer le nom et que je ne connaissais pas avant que Thierry Fabre m'oblige à préparer cette conférence. Je ne le connaissais pas. Eh bien, Mirza Kouchakran a été représenté en Iran par deux figurations. La première est celle des mollahs, l'imam Khomeini. Alors, l'imam Khomeini a choisi une photo de ce socialiste, ce communiste, qui a fondé un État communiste soviétique en Iran pendant de longues années. Il a choisi une photo dans laquelle l'homme était habillé avec un turban. Et c'est une photo réelle parce que Mirza s'est fait prendre des photos avec le turban classique. Donc pour les mollahs, c'était un révolutionnaire en turban. Mais pour le parti Khalq et pour la gauche iranienne, ils l'ont représenté dans une figure qui ressemblait étrangement à Che Guevara. Et on a l'impression, là, si vous voyez la figure, j'ai consulté tout ça, c'est pas... si vous voyez la figure qui était utilisée par le parti Khalq ou les partis de la gauche et les syndicats de gauche et les étudiants, au cours de la révolution iranienne, s'il vous plaît, en 1979, eh bien, cette image de l'homme, c'était Che Guevara. Par conséquent, je reviens à ma question.
Ces révolutions ou ces protestations démocratiques qui ont réussi à ébranler les assises de l'absolutisme, de la monarchie iranienne, de repenser le lien entre la religion et l'État, n'ont-ils vraiment rien à voir avec la révolution iranienne de 1979? Moi, je ne suis pas iranien, je ne connais pas l'Iran, mais je me protège contre des autorités qui ont travaillé dans cette matière, et notamment l'autorité de Farhad Khosrow-Kavar, qui écrit la chose suivante sur l'Iran. Lui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un spécialiste de l'Iran, hein. C'est un Iranien, il sait de quoi il parle. Et je préfère me placer sous son autorité, parce que je n'ai pas le droit de parler de choses que je ne connais pas dans le détail, n'est-ce pas, au millimètre près. Comme je n'oserais jamais parler des génocides en présence de Ben Kirnan, je n'oserais jamais parler de l'Iran de moi-même. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. Malgré l'échec du mouvement constitutionnaliste de 1906-1911, ces courants d'intellectuels de divers bords, dont le trait d'union était le rejet du pouvoir despotique des Qadjars et la suspicion vis-à-vis de la religion, avaient jeté les bases d'une reconnaissance de l'homme en tant qu'être individué, doté d'autonomie sociale et politique. Le plus important vecteur de cette individuation est l'émergence de l'individu citoyen derrière le voile de l'individu croyant. C'est quand même important. Et ce point de vue est partagé par de grands intellectuels iraniens comme Ali Shariati ou Abdelkrim Soroush, et même par des clercs islamo-laïcs comme Shabastari. Par conséquent, nous sommes dans une situation où le religieux est totalement décentré. Bon, personnellement, étant donné la situation des droits de l'homme en Iran actuellement, du fait de l'application des lois religieuses, personnellement, je garde une certaine réserve légitime vis-à-vis de cette thèse de la sécularisation du religieux. Je me suis placé, vous voyez, derrière l'autorité d'un certain nombre d'Iraniens, très respectables, très fins, très intelligents, mais personnellement, je ne suis pas convaincu. Il y a quelque chose qui me dérange quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Dans le monde sunnite, la situation est encore plus préoccupante. Les exemples du Yémen, de la Libye, de l'Égypte, de la Syrie sont souvent avancés comme révélateurs de cette sorte d'insuffisance ou d'impuissance ou d'impossibilité des révolutions démocratiques en terre d'islam. L'Égypte, pour avoir produit successivement un gouvernement islamiste autoritaire, puis un retour à la dictature. Le Yémen, la Libye et la Syrie, pour avoir vécu non seulement la destruction de l'État, mais la déliquescence sociale dans un climat de violence extrême et d'indicible souffrance pour les populations civiles. Tout cela est vrai, ne peut pas être nié, ce n'est pas la peine de discuter ce fait. Cependant, derrière les faits, il faut savoir poser les bonnes questions. Cette analyse, indépendamment du fait qu'elle met dans le même sac toutes les révolutions arabes, ne retient en fait qu'un seul aspect de la réalité historique. En effet, dans les trois cas de l'Égypte, de la Syrie et du Yémen, d'abord, tout a commencé par une révolution antidictatoriale, authentiquement démocratique, dont le socle, comme l'affirme François Burga, qui ne peut pas être accusé d'adversité vis-à-vis des mouvements islamistes, dont le socle, nous dit François Burga, à propos de la Syrie, il parle de la Syrie, dont le socle est demeuré longtemps celui de la protection ou de la défense d'une ambition citoyenne tout à fait universelle. Fin de la citation de François Burga. Cela, par conséquent, infirme l'idée de l'incapacité des sociétés islamiques à produire des révolutions démocratiques. En Syrie, par exemple, on sait que les frères musulmans multiplièrent les professions laïques et démocratiques. La même profession de foi
laïque et démocratique a été prononcé chez nous en Tunisie par Rachid El-Ghannouchi, le président du parti Nahda. Le 31 juillet 2012, il a fait une très grande interview au journal La Presse, dans lequel il dit que l'islam c'est la liberté, que l'État n'a pas le droit d'imposer ses vues, ni en matière vestimentaire, ni en matière de dogme, etc., aux individus, que les individus étaient libres, etc., etc. J'ai la citation, je ne la citerai pas pour éviter les longueurs, d'autant plus que je vois le terme de mon droit à la parole venir à échéance. Le problème, c'est que les frères musulmans n'arrivent pas à convaincre leurs adversaires démocrates et laïcs. En effet, ces derniers, tirant les leçons de l'expérience vécue en Tunisie, en Égypte et en Syrie en 2011, dénoncent la duplicité des frères musulmans et leur pratique du double langage. Et cela est un peu vrai, les chefs des partis islamistes, quand ils font des déclarations au monde ou à Libération, ont un certain langage, et quand ils sont devant leurs assises, devant le peuple des croyants, orthodoxie oblige, eh bien, ils changent de ton. Par ailleurs, il leur est reproché de s'en tenir à la simple démocratie procédurale et à la laïcité partielle sans parvenir à la démocratie des profondeurs, celle de l'homme métaphysiquement démocrate, pour reprendre le terme de Marcel Gauchet. Cela nous maintient par conséquent dans le champ de l'incertitude qui a été relevé par Hamad Irdissi. Et ça nous oblige à jouer des paris incertains sur l'avenir. Mais, malgré les échecs, malgré le chaos, malgré les destructions, les sacrifices, et surtout le sacrifice de la vie humaine, de la misère, du mal-être de ces populations, malgré ces échecs, le projet démocratique dans le monde arabe, tout d'abord, est devenu un projet démocratique de masse et non pas simplement un projet démocratique d'élite. Je reviendrai à la question. La révolution soudanaise de 1964, c'est là que ça commence. La révolte algérienne de 1988, le mouvement Kifaya en Égypte en 2005, la grève de la faim en Tunisie la même année, 2005, le soulèvement pacifique du Soudan à partir du 19 décembre 2018, et ça se prolonge encore, le soulèvement pacifique algérien de 2019, dirigé contre la décrépitude du régime corrompu militaro-islamiste, constitue autant d'échelonnements d'une demande démocratique de fond. En réalité, les révolutions arabes de 2011 ont été dévoyées et vaincues, d'abord au départ par le fractionnement idéologique de l'opposition, ensuite par la militarisation des forces révolutionnaires qui étaient obligées de se militariser pour contrebalancer la violence du pouvoir qui était atroce, qui était absolument atroce. Donc, ils ont obligé les forces de l'opposition à se militariser et ont obligé la Syrie d'entrer dans la guerre civile, ce qui les arrangeait. Et puis, il y a également la confessionnalisation ou l'ethnicisation des enjeux politiques élaborés ou pratiqués par des chefs comme Bachar el-Assad en Syrie, Ali Abdallah Saleh au Yémen, Kadhafi en Libye, et enfin, il y a eu l'internationalisation des conflits. Ça, c'est un élément très très important, l'internationalisation des conflits. On le voit encore aujourd'hui, c'est très clair au Soudan. Avant leur massacre du 2 juin, les chefs de l'armée, le conseil militaire, est allé en Égypte et en Arabie Saoudite pour avoir d'abord l'argent et ensuite la bénédiction pour pouvoir massacrer 100 révolutionnaires, enfin des gens qui étaient là, qui occupaient la place, et pour dégager la place et les routes de Khartoum. Par conséquent, je n'ai aucune peine, aucune difficulté, aucune hésitation à dire que la persistance
des révolutions arabes de 1964 à 2019 prouvent que ce ne sont pas des feux de paille et qu'elles représentent des tendances lourdes de l'évolution politique du monde arabe dans la voie de l'insoumission démocratique. Leur mot d'ordre et slogan, vous n'avez qu'à les regarder, ouvrez YouTube et vous verrez. Qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez la souveraineté populaire, l'état civil, la démocratie pluraliste, l'état de droit, les garanties des droits de l'homme. Et par conséquent, ces rebondissements, ce rééchelonnement de la demande démocratique à travers les 60 dernières années du monde arabe sont extrêmement révélateurs. Dans l'histoire, on dirait rien ne se perd. Les idées qui germent, même quand elles sont écrasées sous les gaz, les bottes et le feu, refleurissent un jour. Les expériences de la dignité, de la liberté, de l'égalité et de la participation, même vouées aux défaites, ne sont jamais annihilées et abolies définitivement. Aguerris par les expériences de 2011 et leurs suites désastreuses en Syrie, au Yémen et en Libye et en Égypte, les récents mouvements pacifiques de l'Algérie et du Soudan énoncent des revendications qui sont caractérisées par une radicalité assez prononcée. Il s'agit réellement d'une énième vague de révolution arabe, pas la deuxième, pour moi c'est peut-être la troisième, même peut-être la quatrième. En tout cas, il s'agit d'une nouvelle vague de révolution au sens plein du terme, par leur caractère massif, leur message démocratique, leur succès politique, même partiel. Ils ont quand même réussi à abolir des dictatures, celle des Bouteflika en Algérie et celle de Omar el-Béchir au Soudan. Le mur de défense le plus épais de l'orthodoxie, celui de l'Oumma, est en train de s'effriter, et avec lui l'allégeance par la foi, la légitimation mystique du pouvoir et la loi terrestre conçue simplement comme un succédané de la loi céleste. Ces vagues révolutionnaires acclimatent dans l'esprit des peuples les composantes essentielles de la norme démocratique: la dignité, la liberté, l'égalité, la participation. Les militaires l'ont très bien compris. Hier, le porte-parole du Conseil militaire de transition au Soudan a dit, après avoir tué 100 personnes, bon, qu'importe, ils n'en sont pas à une contradiction près, après avoir massacré 100 personnes, a dit, bon, nous allons reprendre les négociations sur la base de la feuille de route qui a été remise par la coalition du changement et de la liberté au Conseil militaire. Bon, alors, vous avez dit ceci, 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 c'est bon, on fait un gouvernement transitoire, une Majlis Siyadi, un parlement, quoi, souverain, etc. Bon, mais vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié quelque chose. Quoi? La charia, source du droit. Et bien sûr, la charia, source du droit. Ils savent que, en le disant, ils vont fracturer d'abord l'opposition. Parce que dans l'opposition, il y en a qui diront, mais en quoi ça nous dérange la charia? Nous sommes en train de pratiquer la charia, donc ok. Et d'autres qui diront, mais attention, attention, la charia est la source de nos problèmes. C'est elle qui a provoqué la scission du Sud-Soudan. C'est elle qui a provoqué la révolte du Darfour, etc., etc. Et donc, méfiez-vous, il ne faut pas. Et du coup, l'opposition va se trouver. Et en plus, il gagne l'appui du simple croyant, qui n'est pas forcément un philosophe, mais il gagne également le soutien de cette immense organisation des ulémas, des douas, des imams, etc., qui ont eu une réunion avec le conseil militaire dans laquelle, parce qu'ils ont vu que le mouvement était réellement un des mouvements démocratiques qui ne faisait nullement appel à la religion, ils ont dit, mais enfin, ces gens-là sont fous, ils oublient la charia, ils oublient Dieu, ils veulent faire du Soudan un pays sans identité, notre identité c'est l'islam, et nous voulons même rétablir le califat. Et attention, ce que je dis, ce n'est pas pour rire, hein, c'est des choses
que j'ai entendu, visionné, et cette réunion commune avec le conseil militaire, je l'ai visionné de bout en bout. Il y a plusieurs ulama qui sont intervenus, des imams, et l'un d'eux a dit, noir sur blanc, je réclame le rétablissement du califat. Et bien sûr, alors les militaires, quand ils jouent ce jeu complexe, c'est le jeu qu'a joué Bachar al-Assad en Syrie, en confessionnalisant le conflit. Et là, les militaires, ce qu'ils veulent, c'est confessionnaliser le conflit. Mais le plus important, pour ne pas terminer sur une note pessimiste, le plus important pour moi, c'est que le mouvement démocratique, même s'il est écrasé au Soudan, et je crains fort qu'il le soit, reviendra de nouveau. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la demande démocratique n'est plus imposée par les élites, ni par l'État, mais qu'elle vient d'une volonté réellement populaire qui englobe toutes les classes, et y compris les élites, Et d'ailleurs, ce passage par les élites était nécessaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec les auteurs qui dénoncent, avec une certaine légèreté, l'occidentalisation des élites, etc., etc. Pour que ces idées deviennent endogènes à nos sociétés, il faut bien qu'elles passent par l'élite. Il faut bien qu'une élite les prenne en charge pour les transmettre à l'école, dans les familles, à travers les journaux. Par conséquent, le travail de l'élite, il ne faut pas le regarder comme une anomalie, ni une mauvaise chose. C'est une bonne chose pour les peuples d'avoir des élites, et les Soudanais en ont, les Soudanais en ont. D'avoir des élites qui leur passent les messages pour que les révolutions recommencent. La revendication démocratique est en train de jaillir des couches populaires les plus larges. Le nouveau slogan de ces révolutions, c'est « Ash-Sha'bu yurid », le peuple veut. Ça a été le cas de la révolution tunisienne, le peuple veut, Ash-Sha'bu yurid. C'est le cas de la Syrie au début, du Yémen, et le Yémen était sur le plan de réussir, avec son congrès national, il était sur le point de le réussir, ils avaient élaboré une constitution. Malheureusement, le jeu international complique tout cela. Le peuple veut, c'est ce que dit depuis 50 années, à partir de la révolution soudanaise de 1964, jusqu'aux révolutions actuelles de 2018-2019, en passant par le cycle tunisien de 2011, c'est ce que les peuples disent. Depuis 1964, ça fait 60 ans. Je crois que les peuples, à travers ces revendications, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, mais également en Syrie, au Maroc, au Yémen et en Libye, n'expriment pas, comme on veut le dire souvent, des idéologies étrangères importées d'Occident. Cela est faux et ultra faux. Les revendications sont réellement des revendications profondes des peuples. Elles ne sont plus importées. Elles l'étaient à un certain moment, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. C'est, voilà, la grande nouvelle perspective qui s'ouvre devant le monde arabe. Et par conséquent, pour finir, mon dernier mot, c'est que non seulement les coups d'État n'arrêteront pas les choses, c'est peine perdue, n'est-ce pas? Les contre-révolutions, c'est peine perdue. Cela peut retarder, freiner, mais ne pourra jamais arrêter le mouvement. Les coups d'État, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'avenir appartient aux peuples qui sont en train de le construire par une révolution intérieure, l'appropriation des valeurs démocratiques au niveau de la pensée, mais également au niveau de l'action. Merci.